comment faire dans le monde dans lequel on vit pour que les artistes puissent quand même vivre de ce que vous avez appelé beaucoup leur passion et de ce que peut-être on pourrait appeler leur travail, puisque finalement les artistes ont le droit d'être des artistes qui créent par passion, mais ils ont aussi le droit d'être des artistes qui créent simplement parce que c'est leur travail et c'est ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Et donc il n'est pas nécessaire, disons, que l'engagement d'un artiste passe par la passion. Je vous rappelle, la passion, c'est ce qu'on supporte sans être capable de le maîtriser, sans être capable de le contrôler. Et donc ça s'applique à un certain nombre d'artistes, mais pas forcément toujours à tous. Il y en a aussi, et c'est quelque chose qui est plutôt bien, qui font ce métier parce que c'est un métier qu'ils aiment pas nécessairement à la passion. C'est un métier qu'ils peuvent aimer à la raison. Je vais juste vous donner une information, c'est qu'il est 16 heures passées, on a un peu moins d'une demi-heure pour arriver sur les différents éléments. C'est parfait. Donc avant d'essayer de voir en quoi la distribution gratuite de la musique est un drame pour les artistes et comment est-ce qu'on peut faire autrement que les laisser mourir de faim, essayons de voir en quoi cette distribution gratuite de la musique peut être un bien pour les artistes, un bienfait pour les artistes. Et avant ça, essayons de voir en quoi ça peut être un bien pour, non pas les artistes, mais pour les spectateurs, pour les consommateurs, par exemple, de musique. Et donc, un progrès pour les consommateurs, vous les avez remarqués dans vos débats, dans vos questions. La première, c'est cette idée de rendre la culture accessible à tous. Et ça, c'est aussi une idée relativement nouvelle. Si vous regardez qui allait au théâtre, qui lisait des livres encore au 19e siècle, ben vous vous apercevez qu'au 19e siècle, la culture était... Il n'y avait pas du tout de droit à la culture. C'est-à-dire, cette idée d'un droit à la culture qui a émergé dans le débat, elle n'était pas du tout comprise comme ça au 19e siècle. La culture était quelque chose qui était réservé à une toute petite partie de la population. Les princes qui avaient des musiciens à leur cour, ou les très riches bourgeois qui pouvaient aller au théâtre ou à l'opéra. Et au 19e siècle, on n'avait pas du tout cette idée que la culture, l'art était un droit pour tous. Et donc ça, on peut quand même donner crédit aux techniques de reproduction en masse, du fait d'avoir permis à tous d'accéder à la culture et surtout d'avoir fait émerger cette idée d'un droit à la culture pour toutes et pour tous. Et puis également, il y a eu cette idée qui est apparue sous une autre forme, qui est une solution pour les plus démunis. Et à nouveau, on retrouve cette idée d'un droit à la culture où peut-être il serait bien que les gens qui sont riches achètent des CD et les gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des CD puissent quand même accéder à la culture par un autre moyen. Mais bien entendu, c'est difficile de laisser les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des CD accéder à la culture gratuitement sans laisser tout le monde accéder à la culture gratuitement. Donc maintenant, si on regarde ça, comme je vous l'avais promis, plutôt du côté des artistes, il y a un certain nombre de bienfaits qui, si on peut me remettre les transparents, s'il vous plaît, voilà, et il y en a au moins deux que vous avez déjà remarqués. L'idée que la culture, à nouveau, la culture est accessible à tous, mais je voudrais la décliner d'une manière particulière, c'est que la culture est accessible pour longtemps. Et ça, je voudrais vous faire un témoignage personnel. Quand moi j'étais au lycée, où on achetait encore des disques vinyles, et c'était la toute fin des disques vinyles, je dois vous dire que bien que je dépensais tout mon argent de poche pour acheter des disques à l'époque, je pouvais acheter au maximum 10 disques par an. Donc un lycéen achetait entre un disque par an et 10 disques par an. Et donc c'est un tout petit peu différent de la situation qui est sans doute la vôtre, où vous devez avoir quelque chose comme 10 000 morceaux ou 20 000 morceaux sur votre bibliothèque iTunes ou sur votre bibliothèque sur votre ordinateur, et sans compter tout ce à quoi vous avez accès par les abonnements, par Deezer, par le téléchargement, etc. Et ça change complètement le rapport à la culture. Par exemple, la musique qu'écoutait mon frère aîné, pour moi c'était de la musique de vieux, et ça m'aurait jamais traversé l'esprit d'écouter de la musique qui était apparue 5 ans avant. Puisque en ayant une toute petite possibilité d'écouter ce qui se créait à l'époque où j'étais au lycée, eh bien, ce qui s'était créé 5 ans avant ou 10 ans avant, je n'avais pas la possibilité d'acheter les disques. Et donc, c'était quelque chose qui était complètement hors de mon esprit. Et je ne voyais absolument pas que ça existait. Et aujourd'hui, j'ai été surpris et agréablement surpris
de m'apercevoir que les lycéens d'aujourd'hui, les lycéens que vous êtes, connaissent beaucoup mieux la musique qui se fait aujourd'hui, mais aussi la musique qui se faisait il y a 10 ans, la musique qui se faisait il y a 20 ans, voire la musique qui se faisait il y a 100 ans. Et donc, il y a ici quelque chose qui est quand même un bienfait pour les artistes, c'est que leurs productions, eh bien, elles sont écoutées, non pas par juste des personnes qui peuvent acheter leur disque pendant 1 an, et puis après leur disque passe à la casse et on n'en parle plus, mais pendant une très longue période, il y a encore des gens qui peuvent accéder à leur création à travers le réseau. Et puis, il y a un autre argument que vous avez donné, qui est qu'un téléchargement important peut créer un buzz et les débutants y gagnent. Et ça, c'est une notion qui, à nouveau, si je peux avoir les... Merci, qui s'appelle la désintermédiation. Et c'est l'idée que les artistes ne sont plus prisonniers des maisons de disques. Et là, à nouveau, il faut vous imaginer quelle était la vie des artistes, ou par exemple, quelle était la vie des chanteurs ou des musiciens à une époque où il n'y avait pas Internet, ou une époque où les fichiers n'étaient pas digitaux. Eh bien, les artistes allaient voir des maisons de disques et leur disaient « Voilà, j'aimerais bien faire un disque chez vous ». Et les maisons de disques recevaient 1000 demandes et choisissaient 10 artistes. Et puis les 990 autres, eh bien, simplement ne pouvaient pas exister, ne pouvaient pas faire de disques. Donc il y avait un réel pouvoir des éditeurs de musique sur les musiciens. C'était eux qui choisissaient qui faisait un disque et qui n'en faisait pas. Et bien entendu, aujourd'hui, plus ou moins n'importe qui, dans sa cuisine, avec une guitare et un micro et un téléphone, ou un tout petit peu plus de matériel peut-être, peut s'enregistrer et peut faire un disque de qualité professionnelle et peut le diffuser tout seul sur le net. Et ça, c'est un phénomène qui est beaucoup plus vaste, qui s'appelle la désintermédiation et qui fait que vous n'avez plus besoin d'intermédiaires pour faire beaucoup de choses que vous souhaitez faire. Par exemple, avant, quand vous preniez des photos, vous aviez des appareils qu'on appelait des appareils argentiques et vous avez besoin d'un photographe pour transformer la pellicule en une photo. Et donc ça, vous étiez obligé d'aller chez le photographe et de payer le photographe pour faire ça. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin du photographe, si bien qu'au lieu de faire des photos, de faire 10 photos pendant vos vacances, eh bien vous pouvez en faire 100 000 et vous pouvez tout seul prendre des photos, diffuser des photos, envoyer des photos, développer des photos. Le verbe n'existe même plus. Et donc, pour les petits artistes, pour les artistes qui commencent, pour les artistes qui débutent, eh bien, le fait de pouvoir tout seul faire un disque et le diffuser et peut-être toucher leur public est aussi quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait qui est un bienfait pour eux et pas uniquement une malédiction. Alors j'espère que je ne vais pas être désagréable, mais il ne reste plus qu'un petit quart d'heure avant... C'est bon, on est dans les temps. Très bien. Donc, mais cependant, comme vous l'avez remarqué, et c'est le point essentiel, il y a un problème, c'est que l'absence de vente de disques eh bien, fait que les artistes n'ont plus d'argent, n'ont plus de revenus sur la vente de leurs disques. Par exemple, vous avez vous-même dit, l'auteur ne recevra pas la part de son travail, téléchargé sans l'accord de l'auteur et du vol, et surtout, si les artistes ne sont plus payés, est-ce qu'il y aura encore des artistes? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui voudront devenir artistes s'ils ne peuvent pas gagner leur vie en le faisant? Et c'est la question de la préservation de la créativité. Alors, dans le quart d'heure qui nous reste, il n'est pas inutile de regarder ce qui se passait avant les disques. Parce que, cependant, il y a des gens qui étaient musiciens avant que les disques existent, et ces gens, eh bien, il semble qu'ils avaient trouvé de certains moyens de gagner leur vie. Donc ici, je vous ai mis quelques compositeurs du passé. Ça commence avec Vivaldi et Bach tout en haut. Et ni Vivaldi ni Bach ne vendaient de disques. Et pourtant, il semble que l'un et l'autre étaient relativement riches et l'un et l'autre arrivaient au moins à vivre de leur art. Et donc, il faut essayer de comprendre comment, à cette époque, les artistes vivaient. Et ils avaient essentiellement deux manières de vivre. La première, c'était d'avoir des mécènes, c'est-à-dire des princes qui leur payaient une certaine somme d'argent, ou bien à chaque fois qu'ils produisaient une œuvre, ou bien de manière régulière. Et l'autre chose, c'est que ces artistes faisaient des concerts. Et aujourd'hui encore, ces deux mécanismes existent. Par exemple, est-ce que vous savez combien coûte une place à l'opéra? Est-ce que vous savez combien ça coûte dans un opéra combien ça coûte pour pouvoir s'asseoir? J'ai entendu 20 €, mais... Ouais. C'est plus près de 100 € que de 20 €. Mais ce n'est pas ça qui est le chiffre intéressant. Le chiffre intéressant, c'est combien ça coûte de produire un opéra.
Et si vous regardez le coût de la production d'un opéra ou d'une pièce de théâtre et que vous divisez ça par le nombre de spectateurs, vous obtenez quelque chose comme 1 000 euros. Et donc vous voyez que le budget d'un opéra, le budget d'un théâtre, est souvent un budget de subvention, c'est-à-dire un budget de mécénat. Et dans le cas de l'opéra, ce mécénat arrive à 90%. Et donc on peut se dire que des chanteurs d'opéra qui aujourd'hui gagnent 90% de leurs revenus sous la forme de subventions de l'État, c'est-à-dire d'un mécénat de l'État, eh bien, pourraient peut-être abandonner les 10% qui leur restent sous forme de places de concert ou sous forme de disques. Et donc pour toute la musique qui est subventionnée par un mécène qui aujourd'hui n'est plus un prince, parce qu'il ne reste pas beaucoup de princes, mais qui est l'État, eh bien on pourrait imaginer qu'au moins cette part de la musique soit gratuite. La deuxième chose, c'est de faire des concerts, et autant les concerts à l'opéra sont très chers, autant il y a des concerts, par exemple les concerts pop, qui sont moins chers à produire et qui ramènent beaucoup plus de spectateurs. Et ici, on pourrait imaginer que la diffusion de disques gratuits eh bien, soit un moyen d'attirer des gens dans des concerts et que les gens vont ensuite payer une place pour aller dans un concert, puisqu'un concert, c'est un bien rival. C'est-à-dire, il y a un nombre limité de places dans une salle de concert, et donc vous êtes obligé, face à un sens, de faire payer pour un concert, contrairement à un disque. Et là, on retrouve une idée qu'on avait vue dans le cas des logiciels et des langages de programmation, c'est que la diffusion gratuite d'un bien non rival peut créer une demande pour un bien rival qu'on fait ensuite payer. Bien, dans le futur, il y a aussi un certain nombre d'autres solutions possibles. Donc, on a vu les mécènes, on a vu les concerts, mais on a vu qu'il y avait aussi d'autres méthodes pour gagner de l'argent avec un bien non rival. Et la première, c'est de payer une somme fixe qui permet d'accéder à tout. Et cette somme fixe, elle peut exister de deux manières. Ou bien c'est une somme fixe obligatoire. Et donc ça veut dire qu'on peut créer un impôt, exactement comme il y a la redevance pour la télé. On pourrait avoir une redevance qui coûte 10 € par mois. Et en échange du fait de payer cette redevance, eh bien, on aurait accès à toute la musique gratuite. Et ça, c'est ce qu'on appelle un impôt. Et il y a une autre solution, c'est qu'au lieu de payer cette redevance de manière obligatoire, vous la payez de manière volontaire. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un abonnement. Et c'est ce qui se fait avec les plateformes de diffusion de musique aujourd'hui, où vous payez 10 € par mois, ou vous payez 10 € par an, ça dépend de ce que vous voulez écouter. Et vous avez accès à toute la musique gratuite. Donc ici, vous avez aussi une possibilité nouvelle qui s'appelle la licence globale et qui peut ou bien être un impôt ou bien un abonnement. Et ça, vous l'avez vous-même remarqué en disant que les abonnements permettent de payer les artistes. Bien, je vais passer la partie suivante, mais je voulais juste terminer par cette remarque. Vous avez tous insisté sur le fait qu'il y a des artistes qui gagnent beaucoup d'argent et qu'il y a des artistes qui en gagnent très peu. Et donc en 2013, Mylène Farmer, Maître Gims et Johnny Hallyday ont gagné chacun plus de 3 millions d'euros. Oui, chacun, oui. Donc ça fait plus de 10 millions d'euros à eux trois. Et donc, bon, bien sûr, c'est les trois artistes les plus payés. Hein. Je ne les ai pas choisis au hasard. J'ai pris les trois les plus payés en 2013. Et le fait d'avoir une licence globale sera peut-être une bonne nouvelle pour certains, mais pas pour tout le monde. Et en particulier, pas nécessairement pour les artistes qui gagnent beaucoup d'argent, comme ces trois artistes qui se trouvent ici. Alors pourquoi? Et ça sera sur ce point que je vais conclure. Aujourd'hui, il y a des artistes professionnels qui gagnent 3 millions d'euros. On a vu un exemple. Et il y a des artistes professionnels qui gagnent 3 000 € par an. Bon, il y a aussi des artistes qui gagnent rien du tout, mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment professionnels. Donc, de manière un peu arbitraire, j'ai décidé que 3 000 €, c'était le minimum avec lequel un artiste pouvait vivre. S'il gagne moins de 3 000 €, il faut qu'il fasse un autre métier, vraisemblablement. Et donc, vous voyez que le rapport de revenus entre 3 000 € et 3 millions d'euros, c'est un rapport qui va de 1 à 1000. Et les artistes sont, sans doute avec les footballeurs, la profession où le rapport entre les artistes qui gagnent le moins et les artistes qui gagnent le plus est le plus élevé. Si vous comparez ça, par exemple, avec les professeurs, eh bien, il y a des professeurs qui gagnent plus d'argent que d'autres, mais entre les professeurs les mieux payés, par exemple, des prix Nobel, et les professeurs les moins payés, qui sont sans doute les jeunes enseignants à l'université, ce qu'on appelle les doctorants, eh bien, il y a un rapport de 1 à 6. Donc vous voyez qu'un prof très bien payé gagne 6 fois plus qu'un prof qui est mal payé.
mais qu'un artiste qui est bien payé gagne 1000 fois plus qu'un artiste qui est mal payé. Et si on va vers un système où il y a une collecte qui est faite par l'impôt ou par des abonnements d'une somme globale qu'il faudra ensuite reverser aux artistes, on peut penser que les artistes les plus payés vont être un peu moins payés que ce qu'ils sont aujourd'hui, et que les artistes les moins payés vont être un petit peu plus payés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc je vais terminer avec cette proposition qu'on doit à un des auteurs de logiciels libres qui s'est intéressé à cette question de la rémunération des artistes. Il propose que sur les plateformes de téléchargement, on observe le nombre de téléchargements de chaque morceau et qu'on paye les artistes en fonction du nombre de téléchargements. Mais pas comme on le fait quand on vend des disques, pas de manière proportionnelle, mais selon un algorithme qui est de payer un artiste comme la racine cubique du nombre de téléchargements. Alors vous pouvez vous demander pourquoi la racine cubique, pourquoi pas la racine carrée. Et vous voyez avec les chiffres qui sont ici, si on veut bien les remettre, c'est qu'avec des rapports de revenus qui vont de 1 à 1000, si vous payez les artistes en fonction de la racine cubique du nombre de téléchargements, vous avez un écart de revenus qui, de 1 à 1000, passe de 1 à 10. Pourquoi? Parce que 10 au cube, ça fait 1000. Et donc la racine cubique de 1000, ça fait 10. Et donc vous voyez qu'avec ces nouveaux moyens de rémunération des artistes qui partent sur une notion de licence globale, c'est un tout autre paysage du monde artistique qui va se dessiner. Et peut-être ce qui va disparaître, la première chose qui va disparaître, c'est cet énorme écart entre des artistes qui gagnent 3 millions d'euros et d'autres qui ne gagnent quasiment rien. Écoutez, merci, parce qu'on est vraiment pile poil dans les temps. Avant d'applaudir, alors on peut applaudir.